ma sœur a déposé son bébé sur le pas de ma porte, puis a disparu. Mes parents ont dit, c'est ton fardeau maintenant. 10 ans plus tard, ils m'ont poursuivi en justice pour obtenir la garde, affirmant que je les avais tenus à l'écart. Mais quand j'ai remis au juge un dossier scellé, ses yeux se sont écarquillés. Puis il a demandé, savent-ils seulement ce que vous avez? J'ai juste acquiescé et me suis préparé à parler. Je m'appelle Nathalie, j'ai 34 ans, et il y a 10 ans, ma sœur Amanda a laissé son bébé de 3 mois sur le pas de ma porte et a disparu. Mes parents ont refusé de m'aider, disant froidement, c'est ton fardeau maintenant. J'ai élevé ma nièce Lily comme ma propre fille, créant une belle vie ensemble. Puis Amanda est revenue avec mes parents, me poursuivant en justice pour obtenir la garde, affirmant que je les avais tenus à l'écart. Aujourd'hui, au tribunal, j'ai remis au juge un dossier scellé. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a demandé, savent-ils seulement ce que vous avez? J'ai juste acquiescé. Mettez-vous à l'aise, car cette histoire sur la façon dont je me suis battu pour la fille de mon cœur vous montrera ce que signifie vraiment la vraie famille. Avant que Lily n'entre dans ma vie, j'avais tout prévu. Je travaillais comme infirmière pédiatrique à l'hôpital Mémorial, je venais d'être promue infirmière en chef de mon service, et j'étais dans une relation de 2 ans avec Marc, un architecte que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'amis communs. Nous avions commencé à parler d'emménager ensemble, et la vie semblait suivre le calendrier parfait que j'avais imaginé pour moi. Tout a changé un mardi soir pluvieux d'octobre. Je venais de rentrer d'un quart de travail de 12 heures, j'avais enlevé mes chaussures et je m'étais installé sur le canapé avec un verre de vin et un plat à emporter. La sonnette a retenti vers 21h30. J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était probablement une livraison de colis ou quelqu'un à la mauvaise adresse. Quand elle a sonné à nouveau avec plus d'insistance, je me suis levé à contre-cœur. Ce que j'ai trouvé a changé ma vie pour toujours. Un siège auto était posé sur mon paillasson, recouvert d'une fine couverture pour le protéger de la pluie. Quand j'ai retiré la couverture, j'ai trouvé un minuscule bébé, peut-être âgé de 3 mois, avec des joues roses et une mèche de cheveux noirs, comme ma sœur Amanda. Glissé sur le côté du siège auto, il y avait une note pliée écrite à la main. Je l'ai immédiatement reconnue. Elle s'appelle Lily. Je ne peux pas faire ça. Prends soin d'elle. Je suis désolé. C'était tout. 7 mots qui ont modifié toute mon existence. J'ai regardé de haut en bas dans la rue, mais il n'y avait aucun signe d'Amanda. J'ai immédiatement appelé son téléphone portable, mais cela est allé directement à la messagerie vocale. J'ai emmené Lily à l'intérieur, mes mains tremblant alors que je soulevais prudemment le siège auto. Elle dormait paisiblement, ignorant que sa mère venait de l'abandonner. Mon premier appel après avoir essayé Amanda a été à mes parents. Leur réponse me donne encore des hauts le cœur chaque fois que je m'en souviens. Nous lui avions dit de ne pas avoir ce bébé, a dit froidement ma mère. Elle a fait son choix, et maintenant elle s'enfuit. Typique d'Amanda. Mais que dois-je faire, ai-je demandé, la panique montant dans ma voix. Je ne peux pas simplement garder un bébé. Je ne sais rien des soins à apporter à un nourrisson. C'est ton fardeau maintenant, a dit fermement mon père. Nous en avons fini de nettoyer après Amanda. Nous sommes trop vieux pour ça. Elle l'a laissé avec moi, pas avec vous, ai-je argumenté. C'est votre petite fille. Et nous n'avons jamais demandé à être grands-parents, a répondu ma mère. Surtout pas de l'enfant de n'importe quel homme qu'Amanda a branché. Ils ont raccroché peu après, refusant de venir ou d'offrir de l'aide. Je me suis assise sur mon canapé, fixant le bébé endormi, complètement dépassé. Lily s'est réveillée peu après, son visage se plissant dans un cri de faim qui m'a paniqué. Je n'avais rien pour un bébé dans mon appartement. Ni les maternisés, ni couches, rien. J'ai appelé Marc, espérant qu'il pourrait apporter quelques fournitures. Sa réaction a été presque aussi choquante que celle de mes parents. Un bébé? Ta sœur vient de te larguer son enfant? C'est de la folie, Nathalie. Tu dois appeler les services sociaux. Je ne peux pas simplement appeler les services sociaux au milieu de la nuit, ai-je dit. C'est ma nièce. Peux-tu s'il te plaît aller au magasin ouvert 24 heures sur 24 et prendre du lait maternisé et des couches? Ce n'est pas notre problème, a-t-il dit fermement. C'est exactement le genre de drame que ta sœur crée toujours. Ne te laisse pas entraîner là-dedans. J'ai raccroché, réalisant que j'étais entièrement seul.
J'ai replacé prudemment Lily dans son siège auto et je me suis rendu au supermarché ouvert 24 heures sur 24 le plus proche. J'ai erré dans les rayons pour bébé en blouse d'infirmière, cherchant frénétiquement sur Google quel type de lait maternisé acheter pour un bébé de 3 mois et quelle taille de couche elle pourrait avoir besoin. Une gentille dame âgée qui travaillait de nuit m'a aidé à rassembler l'essentiel, les yeux remplis d'inquiétude alors que je lui expliquais que je m'occupais soudainement de ma nièce. Cette première nuit a été un flou de pleurs, de vérification de la température du lait maternisé et de changement de couche. J'ai appelé mon travail le lendemain matin pour demander un congé familial d'urgence, ce que je n'avais jamais fait en 5 ans à l'hôpital. Mon supérieur, connaissant mes antécédents de travail fiables, m'a accordé 2 semaines sans poser de questions. J'ai déposé un rapport de police ce matin-là, mais les policiers n'étaient pas particulièrement inquiets, compte tenu de la note. Il n'y avait pas de crime dans le fait qu'une mère laisse son enfant à un membre de sa famille, ont-ils expliqué. Amanda n'était pas portée disparue, elle avait choisi de partir. Ils ont pris mes informations, mais m'ont averti de ne pas trop attendre. J'ai également appelé un avocat spécialisé dans le droit de la famille qui m'a expliqué que je devrais demander la tutelle temporaire, un processus qui prendrait du temps et de l'argent. Ces premiers jours ont été un brouillard d'émotions contradictoires. J'étais furieuse contre Amanda pour m'avoir placée dans cette situation, pour avoir abandonné son enfant, pour avoir disparu sans explication. Mais chaque fois que je regardais Lily, avec ses petits doigts et ses yeux confiants, ma colère se fondait en un amour protecteur. Elle était innocente dans tout ça, complètement dépendante de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Cette première nuit avec Lily, j'ai fabriqué un berceau improvisé à partir d'un tiroir recouvert de couvertures douces et j'ai dormi sur le canapé à côté d'elle, me réveillant toutes les quelques heures à ses cris de faim. Alors que je la nourrissais dans l'obscurité silencieuse, observant son petit visage détendu de contentement, j'ai murmuré une promesse que je tiendrai pendant la prochaine décennie. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ta maman, mais je suis là maintenant. Je vais trouver une solution. Tu es en sécurité avec moi. En moins de 2 semaines, il est devenu clair qu'Amanda ne reviendrait pas de sitôt. Je devais apporter des changements importants pour accueillir Lily dans ma vie. Mon appartement d'une chambre était trop petit pour nous deux, alors j'ai trouvé un logement de 2 chambres plus près de l'hôpital, étirant mon budget jusqu'à la rupture. Les frais de déménagement, les meubles pour bébé et les heures de travail réduites ont durement touché mes économies, mais j'étais déterminé à créer une stabilité pour Lily. Devenir une mère instantanément n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais que la parentalité serait. Il n'y avait pas de temps pour se préparer, lire des livres ou installer une chambre de bébé. J'ai appris par pure nécessité, appelant souvent les infirmières pédiatriques avec lesquelles je travaillais pour obtenir des conseils lorsque Lily avait de la fièvre ou ne cessait de pleurer. Mes antécédents d'infirmière m'ont aidé avec les aspects médicaux, mais rien ne m'a préparé aux défis émotionnels et logistiques de devenir soudainement parent seul. Le travail est devenu un exercice d'équilibre compliqué. J'ai réduit mes heures à 30 par semaine et je suis passé principalement au quart de jour, organisant la garde d'enfants avec une femme nommée Gloria, qui dirigeait une petite garderie depuis son domicile. L'avancement de carrière pour lequel je travaillais était mis en attente indéfiniment. Mon supérieur était compréhensif, mais a clairement indiqué que ma progression vers la direction serait retardée par ma nouvelle situation. Le processus juridique pour devenir la tutrice temporaire de Lily était long et coûteux. J'ai passé des heures à remplir des formulaires, à rencontrer des évaluateurs nommés par le tribunal et à assister à des audiences. Sans la présence d'Amanda pour transférer officiellement la garde, tout prenait 2 fois plus de temps que nécessaire. On a pris mes empreintes digitales, on a inspecté ma maison et toute ma vie a été examinée pour déterminer si j'étais apte à prendre soin de ma propre nièce. Pendant que tout cela se produisait, ma relation avec Marc s'est détériorée rapidement. Ce qui avait commencé comme une réticence à aider s'est transformé en ressentiment face à la dynamique de notre relation modifiée. Je ne me suis pas inscrit pour sortir avec une mère célibataire, a-t-il dit lors d'une de nos disputes de plus en plus fréquentes. Nous avions des plans, Nathalie, voyager, acheter une maison ensemble, construire nos carrières. Comment tout cela peut-il se produire maintenant? La vie arrive, lui ai-je dit. Les plans changent. Que étais-je censé faire? La mettre en famille d'accueil. Peut-être que cela aurait été mieux pour tout le monde, a-t-il marmonné. C'était la fin de notre relation. J'ai emballé les quelques affaires qu'il gardait dans mon appartement et je lui ai dit de ne plus me contacter. Le perdre a fait mal, mais pas autant que sa suggestion que j'aurais dû abandonner Lily au système. Son vrai caractère s'était révélé, et il valait mieux le savoir tôt que tard.
Mes parents ont fait de rares apparitions au cours de cette première année, toujours brève et toujours critique. Ma mère venait, regardait autour de mon appartement avec une désapprobation à peine voilée et faisait des commentaires sur mon apparence fatiguée ou sur le désordre de l'espace. Elle tenait Lily maladroitement, comme si elle allait se casser, ne proposant jamais de changer une couche ou de lui donner un biberon. « Tu la laisses trop pleurer » disait-elle. « Mais je suppose que tu n'y connais rien. » Mon père s'est rarement impliqué avec Lily, gardant ses distances physiquement et émotionnellement. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, regardant comme si toute la scène était un désastre qu'il était forcé de voir. « Avez-vous des nouvelles d'Amanda » demandait-il, sa voix tendue de colère. C'était la seule fois où il montrait de l'émotion à ce sujet. « Si j'avais des nouvelles d'Amanda, vous seriez les premiers à le savoir, répondais-je, sachant que c'était un mensonge. Mes parents avaient clairement indiqué leur position la nuit de l'arrivée de Lily. Ils avaient rayé de la carte leurs 2 filles et leur petite-fille en un seul appel téléphonique. Heureusement, j'ai trouvé du soutien ailleurs. Mes collègues ont organisé une fête de naissance un mois après l'arrivée de Lily, me faisant cadeau d'articles essentiels et de vêtements de seconde main de leurs propres enfants. Ma voisine d'un accent grave côté, Madame Santiago, est devenue une figure de grand-mère de substitution, proposant de garder Lily quand j'avais besoin de faire des courses et m'enseignant sa technique secrète pour apaiser les bébés souffrant de coliques. Vers le 3e mois de la garde de Lily, j'ai engagé un détective privé avec de l'argent que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Il a réussi à retrouver des informations suggérant qu'Amanda s'était rendue en Californie. Il y avait des dossiers indiquant qu'elle avait travaillé dans un restaurant à San Diego pendant quelques semaines, mais ensuite la piste s'est refroidie. C'était à la fois un soulagement et un crève-cœur de savoir qu'elle était vivante mais qu'elle choisissait de rester à l'écart. Malgré le chaos de cette première année, Lily a prospéré. Elle s'est retournée, s'est assise, a rampé et a prononcé son premier mot, Nana, qui est devenu son nom pour moi. Chaque étape importante a été célébrée avec des photos et des vidéos soigneusement conservées pour un avenir où elle voudrait peut-être en savoir plus sur sa petite enfance. J'ai créé une boîte à souvenirs où je gardais ses souvenirs, ainsi que les quelques articles avec lesquels elle était arrivée, y compris la note d'Amanda. Le premier anniversaire de Lily n'avait rien à voir avec les fêtes élaborées que mes amis organisaient pour leurs enfants. Nous ne pouvions pas nous permettre une fête somptueuse, mais j'ai invité le petit cercle de personnes qui nous avaient soutenus pendant cette année difficile. Madame Santiago a fait un magnifique gâteau, mon ami du travail a apporté des ballons, et Lily a étalé du glaçage sur tout son visage pendant que tout le monde applaudissait. Mes parents ont refusé d'y assister, invoquant un engagement antérieur. Alors que je bordais Lily dans son lit ce soir-là, maintenant dans un vrai berceau dans sa propre chambre, décoré avec des meubles d'occasion et des autocollants muraux que j'avais trouvés en solde, j'ai réalisé quelque chose de profond. Malgré toutes les difficultés, le stress et les sacrifices, je ne pouvais plus imaginer ma vie sans elle. En une seule année, cet enfant qui était arrivé comme une responsabilité était devenu le centre de mon monde. Je ne m'occupais plus d'elle par simple obligation, je l'aimais farouchement, complètement, comme si elle avait été mienne depuis le début. « Joyeux anniversaire, ma douce », ai-je murmuré en embrassant son front. Nous avons traversé notre première année ensemble. À bien d'autres à venir. 5 années se sont écoulées en un clin d'œil. Lily a commencé la maternelle, une étape importante qui m'a rempli à la fois de fierté et de nostalgie pour ses jours de bébé. Notre routine matinale était bien établie à ce moment-là, une dense chorégraphiée de préparation du petit déjeuner, de sélection de la tenue et de vérification du sac à dos. Lily se levait tôt, me réveillant souvent en grimpant dans mon lit avec un lapin en peluche nommé Opie et un flux constant de questions sur la journée à venir. « Nana, c'est le jour de la bibliothèque aujourd'hui ? Est-ce que je peux porter mes chaussures étoiles ? Vas-tu faire des crêpes avec des sourires de myrtille ? » J'avais fait la transition vers un poste d'infirmière scolaire dans une école élémentaire différente de celle de Lily afin de maintenir les limites professionnelles. Le poste venait avec des heures familiales et des jours fériés, un changement crucial qui m'a permis d'être plus présente pour elle. Mes ambitions de carrière avaient radicalement changé, passant de l'ascension de la hiérarchie hospitalière à la recherche de la stabilité et de l'équilibre pour notre petite famille de 2. Notre appartement était devenu un véritable foyer, les murs couverts des œuvres d'art de Lily et de photographies documentant notre parcours ensemble. Sa personnalité s'était épanouie en quelque chose de remarquable, une combinaison de curiosité, de résilience et de créativité qui m'émerveillait quotidiennement. Elle aimait construire des mondes élaborés avec des blocs,
créer des histoires sur les personnages qu'elle inventait et poser des questions qui me laissaient parfois à la recherche de réponses appropriées. Nous avions des traditions spéciales qui ancraient nos semaines. Les vendredis soirs étaient des soirées cinéma avec du pop-corn fait maison et des forts d'oreiller dans le salon. Les dimanches matins signifiaient des visites au parc local, où Lily avait ses structures d'escalade préférées et j'avais un banc où je pouvais la regarder jouer tout en discutant avec d'autres parents habitués. Ces rituels simples créaient la stabilité dont les enfants ont besoin, en particulier ceux qui ont connu des perturbations précoces. Au fur et à mesure que Lily grandissait, ces questions sur ses origines devenaient plus fréquentes et complexes. J'avais toujours été honnête avec elle d'une manière adaptée à son âge, lui expliquant que sa mère était ma sœur, qui n'avait pas été prête à être une maman quand Lily est née. « Où est-elle maintenant » demandait Lily, ses yeux grands ouverts d'une curiosité innocente. « Je ne sais pas exactement » répondais-je honnêtement, mais elle s'est assurée que tu viennes chez moi parce qu'elle savait que je t'aimerais beaucoup. Est-ce qu'elle reviendra un jour? Je ne sais pas non plus, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi sommes une famille. Pour l'aider à comprendre les différentes structures familiales, j'ai créé un livre d'histoire avec des images et un texte simple expliquant comment les familles se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. Certains enfants vivent avec leurs grands-parents, certains avec 2 mamans ou 2 papas, certains avec un seul parent, et certains, comme Lily, avec une tante qui les aime plus que tout au monde. Mes parents ont maintenu leur distance, nous rendant visite peut-être 3 ou 4 fois par an, toujours avec la même tension et les mêmes critiques. Ma mère apportait des cadeaux qui étaient souvent inappropriés pour l'âge ou les intérêts de Lily, démontrant à quel point elle prêtait peu d'attention à ce qu'était réellement sa petite fille. Elle devrait faire de la danse classique maintenant, commentait ma mère, apportant encore un autre tutu pour un enfant qui préférait les dinosaures et les blocs de construction. Toutes les filles du quartier prennent des cours. Mon père restait émotionnellement indisponible, posant des questions superficielles sur la scolarité de Lily, mais ne s'engageant jamais dans le jeu ou une conversation significative avec elle. Sa colère contre Amanda semblait s'être calcifiée en une froideur générale envers nous tous. Lily, sensible et perspicace, devenait plus silencieuse pendant leur visite, son exubérance naturelle atténuée par leur manque de chaleur. Ma vie personnelle est restée largement en suspens pendant ces années. Sortir avec quelqu'un en tant que mère célibataire était déjà assez compliqué, mais sortir avec quelqu'un dans ma situation unique semblait presque impossible. Les quelques hommes que j'ai rencontrés par l'intermédiaire d'amis ou de mon travail et qui semblaient prometteurs se rétractaient inévitablement lorsqu'ils comprenaient toute l'étendue de mon engagement envers Lily. J'ai choisi de me concentrer sur ses besoins plutôt que de poursuivre des relations qui pourraient apporter plus d'instabilité dans nos vies. Notre réseau de soutien a continué de croître. J'ai rejoint un groupe de parents célibataires qui se réunissaient mensuellement, trouvant solidarité et amitié avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Lily a noué des liens étroits avec les enfants de mes amis du travail, créant une famille choisie qui célébrait les fêtes et les étapes importantes avec nous. La stabilité financière est restée une lutte constante. J'ai accepté un 2e emploi, effectuant des consultations infirmières en télésanté 2 soirs par semaine après que Lily soit endormie, afin de constituer un fonds pour ses études universitaires. Cela signifiait moins de sommeil pour moi et une budgétisation prudente, mais le compte d'épargne croissant me donnait la tranquillité d'esprit que je pouvais assurer sa sécurité à long terme. Après des années d'économie minutieuse, nous avons pris nos premières vraies vacances lorsque Lily avait 6 ans, un voyage à Disney World dont elle parlait encore des années plus tard. Regarder son visage s'illuminer en rencontrant ses personnages préférés a fait que chaque quart de travail supplémentaire et chaque sacrifice budgétaire en valait la peine. Nous sommes revenus avec un album photo rempli de souvenirs et une appréciation renouvelée de notre vie quotidienne ensemble. Les talents artistiques de Lily ont commencé à émerger à cette époque. Son professeur de maternelle a noté son attention inhabituelle aux détails et au dessin, et j'ai encouragé cet intérêt avec des fournitures d'art et des visites de musées chaque fois que possible. Elle passait des heures à créer des images élaborées de nos aventures, réelles et imaginaires, qui capturaient le lien spécial entre nous. Alors que j'approchais du 5e anniversaire de l'arrivée de Lily dans ma vie, je me suis retrouvé à réfléchir à la façon dont mon existence s'était complètement transformée. Mon appartement était rempli de livres pour enfants au lieu de romans, mon réfrigérateur affichait des tests d'orthographe au lieu d'invitations sociales, et mon emploi du temps tournait autour des événements scolaires et des dates de jeu. Rien de tout cela ne ressemblait à la vie que j'avais prévue, et pourtant je ne pouvais pas imaginer vouloir quoi que ce soit de différent. Dans une boîte sous mon lit, je gardais des lettres que j'avais écrites à Amanda au fil des ans mais que je n'avais jamais envoyées, n'ayant aucune adresse à laquelle les envoyer. Elles documentaient les étapes importantes de Lily, ses dictons amusants,
sa personnalité grandissante, des choses qu'une mère pourrait vouloir savoir. Parfois, je me demandais si Amanda pensait un jour à la fille qu'elle avait laissée derrière elle, si elle regrettait sa décision ou si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait en s'éloignant cette nuit pluvieuse. Regarde ce que j'ai fait pour toi, Nana. Lily a crié, interrompant mes pensées alors qu'elle courait dans la cuisine, tenant un dessin soigneusement fait de 2 personnages, un grand et un petit, entourés d'un grand cœur rouge. C'est magnifique, ma chérie, ai-je dit, la serrant dans mes bras. C'est nous? Oui, c'est toi et moi à l'intérieur d'un cœur parce que nous sommes une famille de cœur, pas une famille de sang. Mademoiselle Peterson nous a dit que certaines familles sont faites de sang, et certaines sont faites de cœur, et les familles de cœur sont tout aussi réelles. Mademoiselle Peterson est très sage, ai-je dit, retenant mes larmes. Nous sommes définitivement une famille de cœur. Et c'est le meilleur genre, a déclaré Lily avec la certitude absolue que seul une enfant de 5 ans peut posséder. J'ai accroché le dessin sur le réfrigérateur à côté de ses autres chefs-d'œuvre, un rappel visuel de ce que nous avions construit ensemble à partir du début le plus inattendu. 4 autres années se sont écoulées dans un rythme confortable d'années scolaires, de vacances d'été, de fêtes et des moments quotidiens qui forment les fondations d'une vie de famille. Lily avait 9 ans, elle s'épanouissait en 4e année avec de bons amis et une passion pour l'art et la science qui maintenait son esprit curieux engagé. Elle était devenue une enfant réfléchie et résiliente avec le talent artistique de ma sœur, mais avec une stabilité de caractère qui lui était entièrement propre. L'appel téléphonique est arrivé un mardi soir ordinaire alors que j'aidais Lily avec son projet scientifique sur le système solaire. Un numéro inconnu a clignoté sur mon écran, que j'ai failli ignorer, supposant qu'il s'agissait d'un télévendeur. Un instinct quelconque m'a fait répondre à la place. Bonjour, Nathalie. La voix était hésitante, familière, mais étrange après tant d'années. C'est Amanda. Ma main s'est crispée sur le téléphone alors que je me précipitais dans ma chambre à l'abri des yeux curieux de Lily. Amanda, où es-tu? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. En fait, je suis en ville. J'espérais que nous pourrions nous rencontrer. Sa voix semblait plus stable que je ne m'en souvenais, plus mature pour parler. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café le lendemain pendant que Lily était à l'école. J'ai passé la nuit à alterner entre l'anxiété, la colère et un étrange sentiment de soulagement qu'elle soit vivante et en bonne santé. J'ai dit à Lily que j'avais un rendez-vous chez le médecin, détestant le petit mensonge, mais sachant que je devais comprendre la situation d'Amanda avant d'impliquer sa fille. La femme qui est entrée dans le café était presque méconnaissable par rapport à la sœur troublée dont je me souvenais. Amanda avait 32 ans maintenant, ses cheveux coiffés en un carré sophistiqué au lieu des boucles sauvages de sa jeunesse. Elle portait un blazer ajusté et portait un sac à main d'apparence coûteuse. Elle avait l'air en bonne santé, soignée, à des années-lumière de la jeune mère dépassée qui avait laissé son bébé sur le pas de ma porte il y a 10 ans. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Vraiment bien. » Toi aussi, ai-je répondu, étudiant son visage à la recherche de traces de la sœur dont j'avais autrefois été proche. Tu as l'air bien. Je le suis, a-t-elle dit, tordant nerveusement ses mains malgré son apparence posée. Je suis sobre depuis 7 ans maintenant. J'ai suivi une cure de désintoxication, j'ai obtenu mon diplôme en design graphique et je suis marié à un homme merveilleux nommé Thomas. Elle a ensuite raconté une histoire de rétablissement et de rédemption. Après avoir laissé Lily avec moi, elle avait sombré davantage dans la toxicomanie, vivant dans les rues de San Diego pendant un certain temps avant d'atteindre le fond du baril et de s'inscrire en cure de désintoxication. Là, elle a rencontré Thomas, un conseiller, et après avoir terminé son programme et maintenu sa sobriété, ils se sont finalement mariés. Ils n'avaient pas d'enfants. Je n'étais pas apte à être mère, a-t-elle admis. Je consommais beaucoup pendant ma grossesse, bien que j'ai essayé d'arrêter. J'étais terrifié que Lily ait des problèmes de santé à cause de moi. Quand elle a semblé aller bien, j'ai pensé que je pouvais gérer ça, mais la dépression postpartum a frappé fort, et j'ai recommencé à consommer. La nuit où je l'ai amenée chez toi, j'avais consommé pendant des jours. Je savais que j'allais lui faire du mal si je la gardais. La laisser avec toi a été la seule bonne décision que j'ai prise pendant cette période. Je lui ai montré des photos sur mon téléphone de l'enfance qu'elle avait manquée, les premiers pas de Lily, son premier jour de garderie, sa remise de diplôme de maternelle, ses fêtes d'anniversaire, ses costumes d'Halloween, ses matins de Noël. Amanda a essuyé ses larmes en parcourant les preuves d'une décennie d'absence. Elle est magnifique, a-t-elle murmuré.
si belle et clairement heureuse. Tu as fait un travail incroyable, Nathalie. Mes émotions étaient chaotiques, un mélange de l'ancienne colère face à son abandon et d'un nouvel espoir prudent que Lily puisse peut-être avoir une relation avec sa mère biologique après tout. Nous avons parlé pendant des heures, naviguant prudemment à travers une décennie de séparation et la réalité complexe de notre situation. J'aimerais la rencontrer, a finalement dit Amanda, si tu penses que ce serait bien. Après mûre réflexion et consultation avec un pédopsychologue, j'ai organisé la première rencontre entre Amanda et Lily. J'ai préparé Lily en lui expliquant que ma sœur, sa mère biologique, avait été très malade quand Lily était bébé, mais qu'elle allait mieux maintenant et qu'elle voulait la rencontrer. J'ai souligné que rien ne changerait à notre vie ensemble, mais qu'Amanda pourrait faire partie de notre famille élargie, comme une tante. La rencontre a eu lieu dans un lieu neutre, un musée pour enfants, où Lily pouvait se sentir à l'aise et engagée si l'interaction devenait accablante. Lily était inhabituellement timide, s'accrochant à ma main alors qu'Amanda s'approchait avec un sourire nerveux. « Bonjour, Lily » a dit doucement Amanda. « J'ai hâte de te rencontrer depuis longtemps. »« Salut » a répondu Lily, se cachant à moitié derrière moi. « Nana dit que tu es sa sœur. »« C'est vrai. Et je suis aussi ta mère biologique, ce qui signifie que tu as grandi dans mon ventre avant de naître. » Lily a hoché la tête solennellement. Mais Nana est ma vraie maman parce qu'elle prend soin de moi et m'aide avec mes devoirs et me fait de la soupe quand je suis malade. Les yeux d'Amanda se sont remplis de larmes, mais elle a souri courageusement. C'est absolument vrai. Tu as beaucoup de chance d'avoir une maman aussi merveilleuse. Au cours des mois suivants, Amanda est devenue une présence prudente dans nos vies. Nous avons établi une routine de visite supervisée, augmentant progressivement le temps à mesure que Lily se sentait plus à l'aise. Amanda respectait les limites, ne forçant jamais plus que ce avec quoi je me sentais à l'aise, se référant toujours à mes décisions parentales. Elle a apporté des cadeaux attentionnés qui ont montré qu'elle prêtait attention aux intérêts et au développement de Lily. Après environ 6 mois de cette danse prudente, Amanda a lâché une bombe. Elle et Thomas déménageaient définitivement dans notre ville. Elle avait accepté un emploi dans une entreprise de design locale, et ils avaient acheté une maison à seulement 20 minutes de notre appartement. Nous voulons être plus proches de Lily, a-t-elle expliqué autour d'un café, pour faire partie intégrante de sa vie. Des signaux d'alarme ont sonné dans ma tête, mais j'ai écarté mes inquiétudes. Cela pourrait être positif pour Lily, ai-je pensé, d'avoir sa mère biologique dans sa vie d'une manière saine. J'ai invité Amanda et Thomas à dîner, voulant connaître l'homme qui serait autour de ma nièce. Le dîner s'est bien passé en apparence. Thomas était charmant et engageant, posant des questions à Lily sur l'école et complimentant ma cuisine. Pourtant, quelque chose ne collait pas avec ses réponses trop parfaites et la façon dont il regardait Amanda attentivement pendant qu'elle parlait, comme s'il la surveillait. L'autre chaussure est tombée pendant le dessert. Nous avons pensé, a dit Amanda, jetant un coup d'œil à Thomas pour l'encourager, maintenant que nous sommes installés et financièrement stables, j'aimerais être à nouveau la mère de Lily. Légalement, je veux dire. Ma fourchette a cogné contre mon assiette. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Nous pensons qu'il serait préférable pour Lily de vivre avec nous, a interrompu Thomas en douceur. Bien sûr, tu aurais des droits de visite libéraux. Tu as fait un travail incroyable pour l'élever, Nathalie, et personne ne peut t'enlever ça. Mais un enfant appartient à sa mère quand c'est possible. Je suis sa mère, ai-je dit, ma voix basse pour éviter d'alerter Lily, qui montrait à Thomas ses fournitures d'art dans le salon. Je suis sa mère depuis 10 ans alors que vous étiez introuvable. Biologiquement, je suis sa mère, a rétorqué Amanda, et je suis dans une bien meilleure position maintenant pour subvenir à ses besoins. Tu es dans un petit appartement travaillant à 2 emplois. Nous avons une maison avec un jardin et un excellent district scolaire. Thomas gagne 6 chiffres. Elle pourrait avoir sa propre chambre, un fonds universitaire, des vacances, tout ce que les enfants devraient avoir. Elle a déjà tout ce dont elle a besoin, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable, y compris la stabilité et la sécurité avec le seul parent qu'elle ait jamais connu. La conversation s'est terminée difficilement avec des promesses d'en discuter davantage. Après leur départ, je suis resté assise dans un silence stupéfait, traitant la menace à tout ce que j'avais construit avec Lily. J'avais naïvement cru qu'Amanda voulait être une présence de soutien dans la vie de Lily, pas me remplacer complètement. La situation s'est encore détériorée lorsque mes parents m'ont contacté de façon inattendue, ce qu'ils faisaient rarement. Ils ont demandé un dîner du dimanche à leur maison, Lily incluse.
Quand nous sommes arrivés, Amanda et Thomas étaient déjà là, ayant l'air à l'aise dans ma maison d'enfance. Ta sœur nous a tout dit, a dit mon père après un repas malaisé où ma mère s'est agitée autour d'Amanda comme si elle était la fille prodigue revenue dans la gloire, de sa guérison, de son mariage, de son désir d'être une vraie mère pour Lily. Elle a complètement changé sa vie, a ajouté ma mère. Nous sommes si fiers d'elle. Vous avez été en contact avec elle? Depuis combien de temps, ai-je demandé, des pièces tombant soudainement en place. Mes parents ont échangé des regards. Nous avons renoué il y a environ 3 ans, a admis mon père. Amanda a pris contact avec nous quand elle a terminé son programme de réhabilitation. 3 ans, ai-je répété, engourdi. Vous saviez où elle était depuis 3 ans et vous ne me l'avez jamais dit. Elle nous a demandé de ne pas le faire, a dit ma mère sur la défensive. Elle voulait d'abord se reprendre en main. Et maintenant qu'elle l'a fait, a continué mon père, nous pensons qu'il est logique que Lily soit avec sa vraie mère. Amanda et Thomas peuvent fournir un environnement familial traditionnel avec 2 parents. Tu as fait ta part, Nathalie, mais il est temps de faire ce qu'il y a de mieux pour Lily. Le sang, c'est le sang, a ajouté ma mère. Elle mérite d'être avec sa vraie mère. La trahison m'a profondément blessé. Non seulement Amanda était revenue avec l'intention de m'enlever Lily, mais mes parents avaient apparemment soutenu ce plan, maintenant le contact avec Amanda pendant des années tout en continuant leur visite froide et critique chez nous. Nous partons, ai-je dit, me levant brusquement et tendant la main vers Lily. Lily, mets ton manteau, s'il te plaît. Mais nous n'avons pas pris de dessert, a protesté Lily, confuse par la tension qu'elle ressentait clairement. Nous allons chercher de la crème glacée en rentrant à la maison, ai-je promis, l'aidant avec son manteau tout en évitant tout contact visuel avec ma famille. Alors que nous rentrions à la maison, Lily était inhabituellement silencieuse, regardant par la fenêtre les réverbères qui passaient. Nana, a-t-elle finalement dit d'une petite voix. Mamie a dit que je pourrais aller vivre avec tante Amanda et oncle Thomas. Est-ce vrai? Mon cœur s'est brisé face à l'anxiété dans sa voix. Non, ma chérie, tu vis avec moi. C'est ta maison. Mais elle a dit que tante Amanda est ma vraie maman, et que je devrais être avec elle. Je me suis garé, j'ai détaché ma ceinture de sécurité et je me suis tourné complètement vers elle. Écoute-moi, Lily. Toi et moi sommes une famille. Nous le sommes depuis le jour où tu es venue chez moi. Rien ne va changer ça. Je te le promets. Sa lèvre inférieure tremblait. Croise ton cœur. Je croise mon cœur, ai-je dit fermement, faisant le geste qui avait scellé toutes nos promesses importantes depuis qu'elle était toute petite. Personne ne va t'enlever à moi. Cette nuit-là, après que Lily se soit finalement endormie, je l'ai trouvée en proie à un cauchemar, criant « Non, non, ne m'emmenez pas » dans son sommeil. Alors que je la tenais, la berçant pour qu'elle retrouve un sommeil paisible, une froide détermination s'est installée dans ma poitrine. Je me battrai de toutes mes forces pour tenir ma promesse envers elle. La lettre recommandée est arrivée 3 semaines plus tard, son langage formel masquant la bombe qu'elle contenait. Amanda demandait la restauration de ses droits parentaux et la garde de Lily. La date du tribunal de la famille a été fixée 30 jours plus tard. Chaque terme juridique ressemblait à un coup physique. Parents biologiques, cessation de la tutelle, intérêt supérieur de l'enfant mineur, enquête sur le milieu de vie, évaluation psychologique. Les mots nageaient devant mes yeux alors que je réalisais que la vie que nous avions construite ensemble pouvait potentiellement être démantelée par un juge qui ne connaissait rien de notre lien, de nos rythmes quotidiens, de notre amour. J'ai vidé mon compte d'épargne et j'ai contracté un prêt pour payer les honoraires de Julia Hernandez, une avocate spécialisée dans le droit de la famille, qu'un collègue m'avait recommandé. Son bureau était chaleureux mais professionnel, avec des livres et des jouets pour enfants dans le coin, ce qui suggérait qu'elle comprenait les enjeux humains de son travail. Je ne vais pas enjoliver les choses, a dit Julia après avoir examiné mon dossier. Les parents biologiques ont de solides droits dans notre système juridique, même ceux qui ont été absents. Cependant, la durée pendant laquelle vous avez été la tutrice de Lily et les circonstances de l'abandon jouent en votre faveur. 10 ans, c'est pratiquement toute la vie de Lily, et les juges hésitent à perturber l'environnement stable d'un enfant sans raisons impérieuses. Nous avons élaboré une stratégie axée sur la documentation de la réalité de notre vie ensemble. J'ai rassemblé les dossiers scolaires montrant ma présence constante aux conférences parents-professeurs et mon implication dans l'éducation de Lily. J'ai recueilli les dossiers médicaux démontrant mes soins attentifs lors des maladies infantiles et des examens réguliers.
J'ai demandé des lettres aux enseignants de Lily, à nos voisins et à nos amis qui pouvaient attester du foyer aimant que nous avions créé. Lorsque les documents juridiques initiaux de l'avocat d'Amanda sont arrivés, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait chavirer. Mes parents avaient fourni des déclarations sous serment soutenant la requête d'Amanda, faisant des affirmations qui m'ont stupéfié par leur malhonnêteté. Selon la déclaration de ma mère, j'avais manipulé la situation temporaire pour aliéner Lily de sa mère biologique et de sa famille élargie. Mon père a affirmé que j'avais refusé de nombreuses demandes de visite familiale et que j'avais délibérément tenu Lily à l'écart des traditions et des rassemblements familiaux. Tous deux ont dépeint Amanda comme une jeune mère qui avait commis une erreur et méritait une seconde chance avec sa fille. C'est complètement faux, ai-je dit à Julia, mes mains tremblant alors que je déposais les papiers. Ils ne nous ont rendu visite que quand cela leur convenait, ont montré un intérêt minime pour Lily et m'ont critiqué à chaque tournant. Ils savaient où était Amanda depuis des années et ne me l'ont jamais dit. Maintenant, ils me dépeignent comme une sorte de méchant qui a volé son enfant. Les batailles pour la garde des enfants amènent souvent le pire chez les gens, a dit doucement Julia. La bonne nouvelle, c'est que ces déclarations peuvent être réfutées. Nous pouvons documenter la fréquence réelle de leurs visites et de leurs communications. Avez-vous des SMS, des courriels ou d'autres traces de vos interactions avec vos parents au fil des ans? J'en avais. J'avais conservé des courriels et des SMS par habitude nés de la gestion de leur comportement imprévisible, documentant les visites annulées et les commentaires critiques. Je n'avais jamais imaginé qu'ils seraient des preuves dans une bataille pour la garde. Le stress a commencé à affecter Lily. Elle a commencé à avoir du mal à dormir, est devenue collante avant l'école et ses notes, normalement excellentes, ont commencé à baisser. Sa professeure l'avait appelée pour signaler que Lily avait fondu en larmes pendant le cours quand un autre enfant avait parlé de déménager dans une nouvelle maison. J'ai pris des dispositions pour qu'elle consulte une pédopsychologue spécialisée dans les transitions familiales, essayant de l'aider à gérer ses peurs tout en la protégeant du pire de la bataille juridique. Lily présente une anxiété importante quant à une séparation potentielle de sa principale personne de référence, a rapporté la psychologue. Elle associe sa mère biologique et ce côté de la famille à l'insécurité et à la peur de l'abandon. Forcer un changement de garde à ce stade pourrait entraîner un traumatisme émotionnel important. J'ai réembauché le détective privé qui m'avait aidé des années auparavant, lui demandant d'enquêter sur les affirmations d'Amanda et de Thomas concernant leur vie stable et parfaite. Ses premières conclusions étaient préoccupantes. Bien qu'Amanda semblât avoir maintenu sa sobriété, Thomas avait un passé qui n'avait pas été divulgué, y compris une accusation de violence domestique d'une relation antérieure qui avait été rejetée dans des circonstances obscures. La procédure de communication de pièces du dossier juridique était épuisante. L'avocat d'Amanda a demandé une documentation exhaustive de mes finances, de mon parcours professionnel et même de ma vie amoureuse, essayant de me dépeindre comme étant trop occupée, trop pauvre ou trop distraite pour m'occuper correctement de Lily. Chaque demande ressemblait à une invasion, me forçant à justifier la vie que nous avions construite ensemble à des inconnus qui ne savaient rien de notre bonheur quotidien. Expliquer l'affaire judiciaire à Lily a été l'une des conversations les plus difficiles de ma vie. Je lui avais promis qu'elle resterait avec moi, et maintenant je devais la préparer à la possibilité, aussi éloignée soit-elle, qu'un juge puisse en décider autrement. Le juge doit écouter tout le monde et prendre une décision sur ce qui est le mieux pour toi, ai-je expliqué, assise avec elle au bord de son lit. Tante Amanda veut que tu vives avec elle et oncle Thomas, et moi je veux que tu continues à vivre avec moi. Le juge décidera. Mais je veux rester avec toi, dit Lily, les yeux remplis de larmes. Pourquoi un juge peut-il choisir ma maman? Je t'ai déjà choisi. Je sais, ma chérie, ai-je dit, en la serrant fort. Et moi aussi, je t'ai choisi. Nous allons le dire au juge. Et je ferai tout ce que je peux pour que nous restions ensemble. Est-ce que je devrais parler au juge, demanda-t-elle, la peur évidente dans sa voix. Peut-être, ai-je répondu honnêtement. Mais si tu le fais, je serai juste là avec toi, et tu n'auras qu'à dire la vérité sur ce que tu ressens. J'ai peur, murmura-t-elle. Moi aussi, ai-je admis. Mais avoir peur, c'est normal. Parfois, nous aurons peur ensemble, et nous traverserons cela ensemble, tout comme nous avons traversé tout le reste. À l'approche de la date du procès, j'ai essayé de maintenir autant de normalité que possible pour le bien de Lily. Nous avons gardé nos soirées cinéma du vendredi et nos visites au parc du dimanche. J'ai aidé au devoir, assisté à son exposition d'art à l'école et prétendu que tout allait bien alors que mes entrailles se tordaient d'anxiété quant à notre avenir. Le moment où Amanda est revenue après exactement 10 ans semblait suspect,
un détail qui me tracassait. Je l'ai mentionné au détective privé lors d'une de nos mises à jour. Cela semble effectivement opportun, a-t-il convenu. Laissez-moi vérifier si quelque chose change légalement à la barre des Dian. 2 jours plus tard, il a appelé avec urgence dans sa voix. Nous devons nous rencontrer. J'ai trouvé quelque chose d'important. Il est arrivé à mon appartement avec un dossier de documents, attendant que Lily soit absorbée par une émission de télévision avant de les étaler sur ma table de cuisine. Le mari de votre sœur a systématiquement recherché le père biologique de votre nièce, a-t-il expliqué, pointant du doigt les recherches sur les médias sociaux et les demandes de renseignements dans les bases de données. D'après le moment et la nature des recherches, il semble qu'il l'ait localisé il y a environ 6 mois, juste avant de vous contacter. Pourquoi chercherait-il le père de Lily? Amanda ne m'a même jamais dit qui il était. À cause de ça, dit-il, pointant un autre document. L'homme qu'ils ont identifié, Jason Reynolds, a hérité d'une somme importante de son grand-père l'année dernière. Nous parlons de plusieurs millions. Si Amanda récupère la garde de Lily et établit la paternité, elle pourrait potentiellement réclamer une pension alimentaire substantielle rétroactivement, en plus d'obtenir des avantages financiers futurs pour Lily qu'il contrôlerait en tant que tuteur. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté écœurante, l'intérêt soudain d'Amanda pour la maternité après 10 ans d'absence, la réapparition parfaitement programmée, l'histoire de rédemption opportune, l'avocat coûteux. Il ne s'agissait pas du tout de vouloir récupérer Lily, il s'agissait d'argent. Pouvez-vous documenter tout cela, ai-je demandé, ma voix ferme malgré la rage qui montait en moi. C'est déjà fait, répondit-il en tapant sur le dossier, ainsi que des preuves contredisant plusieurs affirmations dans leurs documents judiciaires. L'entreprise de Thomas est en fait en difficulté, et non florissante comme il le prétendait. Leur maison parfaite est hypothéquée jusqu'au cou. Et, plus important encore, j'ai des preuves documentées de la connaissance de vos parents du lieu où se trouvait Amanda pendant des années, contredisant directement leurs déclarations sous serment. J'ai compilé toutes les preuves dans un dossier scellé qui deviendrait la pièce maîtresse de notre affaire. Lorsque Julia l'a examiné, son attitude professionnelle s'est légèrement fissurée. Cela change tout, dit-elle. Le juge doit voir ça. Le palais de justice du comté était un bâtiment imposant de pierre et de verre, son atmosphère formelle immédiatement intimidante. J'ai porté ma tenue la plus professionnelle, un tailleur bleu marine que j'avais acheté spécialement pour ce jour-là, voulant projeter stabilité et compétence. Lily était restée avec sa professeure d'art, une femme gentille qui s'était portée volontaire pour l'occuper pendant la procédure afin de lui épargner la tension de la salle d'audience. Amanda et Thomas étaient assis à la table de l'autre côté de l'allée, tous deux impeccablement vêtus, Amanda dans une robe florale conservatrice qui suggérait la chaleur maternelle, Thomas dans un costume taillé qui parlait de réussite financière. Mes parents étaient assis juste derrière eux, ma mère serrant nerveusement son sac à main, mon père regardant droit devant lui avec la mâchoire serrée dans l'expression que je connaissais depuis l'enfance et qui signifiait qu'il avait pris sa décision. La juge Araman, une femme dans la soixantaine aux cheveux argentés et aux lunettes de lecture posées sur le nez, a appelé la cour à l'ordre. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une audience visant à déterminer la garde de Lily Morgan, maintenant âgée de 10 ans, et à souligner les facteurs qu'elle prendrait en compte pour prendre sa décision. La principale préoccupation du tribunal est l'intérêt supérieur de l'enfant, a-t-elle déclaré fermement. Nous entendrons les témoignages de toutes les parties concernées et examinerons les preuves présentées. J'attends une honnêteté et un respect complet pour ces procédures. Amanda a témoigné la première, racontant une histoire convaincante d'erreurs de jeunesse, de sobriété durement acquise et de désir maternel. Elle a décrit son mariage avec Thomas comme étant aimant et stable, leur maison comme étant spacieuse et adaptée aux enfants, leurs finances comme étant plus que suffisantes pour fournir à Lily des avantages que je ne pourrais jamais offrir. Elle a pleuré aux moments opportuns, décrivant son regret d'avoir manqué des années de la vie de Lily et son désir de rattraper le temps perdu. J'ai fait une terrible erreur quand j'étais jeune et dépendante, a-t-elle dit, tamponnant ses yeux avec un mouchoir, mais j'ai travaillé si dur pour devenir quelqu'un de digne d'être la mère de Lily. Je veux lui donner la vie qu'elle mérite avec une mère et un père qui peuvent lui fournir tout ce dont elle a besoin. Thomas a suivi avec un témoignage tout aussi soigné, décrivant leur maison de 4 chambres avec un jardin parfait pour un enfant, l'excellent district scolaire qu'ils avaient spécifiquement choisi en pensant à Lily, et sa capacité financière à s'assurer qu'elle ne manquerait jamais de rien. Il a parlé de fonds pour les études, déjà établis, de vacances familiales planifiées et de son désir d'être la figure paternelle dont Lily avait manqué. Nous pouvons offrir à Lily la stabilité,
un environnement familial traditionnel et des opportunités qui ne sont tout simplement pas possibles dans sa situation actuelle, a-t-il dit avec confiance. Bien que nous respections ce que Nathalie a fait, nous croyons que Lily appartient à sa mère et dans notre maison. Mes parents ont témoigné ensuite, renforçant tous deux le récit qu'Amanda avait construit. Ma mère a parlé de sa joie du rétablissement d'Amanda et de sa conviction que Lily bénéficierait d'une relation avec sa vraie mère. Elle a affirmé que j'avais résisté aux réunions de famille et que j'avais délibérément gardé Lily séparée d'eux, empêchant le lien qui aurait dû se développer entre les grands-parents et la petite fille. Nathalie a toujours été têtue, a-t-elle dit avec un soupir qui suggérait une patience de longue date. Une fois qu'elle a décidé que Lily était à elle, elle a fermé le reste de la famille. Nous avons essayé de nous impliquer, mais elle a rendu cela si difficile. Le témoignage de mon père était plus bref mais tout aussi dommageable. Il a décrit Amanda comme réformée et méritant une seconde chance tout en me qualifiant de contrôlante et peu disposée à reconnaître le besoin de Lily pour sa mère biologique. Le sang est le sang, a-t-il déclaré, reprenant le sentiment de notre dîner de famille. Un enfant appartient à sa vraie mère lorsque cela est possible. Nathalie a fait son devoir, mais il est temps que Lily soit avec Amanda. Leur témoignage ressemblait à des coups physiques, chaque fausse déclaration et vérité déformée étant une autre blessure infligée par les personnes qui auraient dû me soutenir. J'ai serré mes mains sur mes genoux pour les empêcher de trembler, me concentrant sur le maintien de mon sang-froid pour le bien de Lily. L'avocat d'Amanda, un homme à l'air coûteux dans un costume de marque, m'a ensuite interrogé de manière agressive sur mes finances, mon emploi du temps et ma vie personnelle, essayant de me dépeindre comme gérant à peine et incapable de fournir les avantages qu'Amanda et Thomas pouvaient offrir. « N'est-il pas vrai que vous avez 2 emplois pour joindre les 2 bouts ?» a-t-il demandé. « Je travaille à temps plein comme infirmière scolaire et je fais des consultations de télésanté certains soirs après que Lily soit endormie pour constituer son fonds pour les études, ai-je corrigé. Et vous vivez dans un appartement de 2 chambres plutôt que dans une maison. Oui, dans un quartier que Lily connaît bien, près de son école et de ses amis. Avez-vous entretenu des relations sérieuses depuis que vous êtes devenue la tutrice de Lily ? Mon objectif principal a été d'assurer la stabilité de Lily plutôt que de fréquenter, ai-je répondu. L'interrogatoire s'est poursuivi dans ce sens, conçu pour faire paraître mon foyer aimant et stable comme inadéquat par rapport à celui matériellement avantagé qu'Amanda offrait. J'ai répondu honnêtement mais j'ai ressenti le jugement implicite dans chaque question, la suggestion que l'amour et la constance étaient en quelque sorte moins importants que les mètres carrés et les plans de vacances. Lorsque mon tour de présenter des preuves est venu, l'énergie dans la salle d'audience a changé. Les professeurs actuels et anciens de Lily ont témoigné de ses progrès scolaires, de son développement social et de l'attachement fort et sûr qu'elle avait manifestement envers moi. Ils ont décrit une enfant heureuse et bien adaptée qui parlait de ma maman, Nana, avec amour et confiance. Au cours de mes 20 ans d'enseignement, j'ai rarement vu un parent aussi impliqué et attentif que Nathalie, a déclaré fermement son professeur actuel. Lily s'épanouit sous ses soins. Elle est confiante, gentille avec les autres enfants et motivée sur le plan scolaire. Ce sont tous des signes d'un enfant qui se sent en sécurité et aimé. Le conseiller scolaire, qui travaillait avec Lily depuis que la question de la garde s'était posée, a fourni un témoignage professionnel sur l'impact psychologique potentiel du retrait de Lily du seul foyer stable qu'elle ait jamais connu. Lily identifie Nathalie comme sa mère dans tous les sens significatifs du terme, a-t-il expliqué. Forcer un changement de sa principale personne de référence à ce stade de développement pourrait entraîner des problèmes d'attachement importants, de l'anxiété, de la dépression et une régression scolaire. Le lien entre elles est profond et ne devrait pas être perturbé sans raison impérieuse. Enfin, c'était mon tour de témoigner. J'ai parlé du fond du cœur des 10 années où j'ai été la mère de Lily, depuis ses premiers jours terrifiants d'apprentissage des soins à donner à un nourrisson jusqu'à la voir grandir pour devenir l'incroyable enfant de 10 ans qu'elle était maintenant. J'ai décrit nos routines quotidiennes, nos traditions, notre réseau de soutien d'amis et de familles choisies. J'ai expliqué comment j'avais toujours gardé la porte ouverte pour qu'Amanda fasse partie de la vie de Lily, conservant des souvenirs et parlant de sa mère biologique en termes positifs malgré son absence. J'ai aimé Lily comme si elle était la mienne dès le moment où elle est entrée dans ma vie, ai-je conclu, ma voix ferme malgré l'émotion derrière mes mots, non pas parce qu'elle est mon enfant biologique, mais parce qu'elle est mon enfant dans tous les sens qui comptent. J'ai été là pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque projet scolaire, chaque genou écorché et chaque triomphe. Je ne suis pas parfaite, et je ne peux pas lui offrir les avantages matériels qu'Amanda et Thomas prétendent pouvoir lui offrir, mais je peux lui offrir la sécurité de savoir qu'elle est aimée inconditionnellement par le parent qui a choisi d'être là chaque jour de sa vie.
puis vint le moment pour lequel nous nous étions préparés. Julia a présenté le dossier scellé de preuves au juge, demandant qu'il soit versé au dossier. Alors que la juge Araman examinait le contenu, son expression est passée de la neutralité professionnelle à une préoccupation visible. Elle leva les yeux brusquement, d'abord vers Amanda et Thomas, puis vers mes parents. « Avocat, approchez-vous de la barre, dit-elle. Après une brève et intense discussion avec les avocats, elle se tourna vers Amanda. « Mademoiselle Morgan, êtes-vous au courant du contenu de ce dossier ?» Amanda secoua la tête, l'air confuse. « Non, votre honneur. Il contient des preuves contredisant directement plusieurs affirmations clés dans votre requête, a poursuivi le juge, y compris des documents prouvant que votre mari a activement recherché le père biologique de Lily, qui a récemment hérité d'un héritage substantiel. » Un murmure a parcouru la salle d'audience. Le visage d'Amanda pâlit alors qu'elle se tournait pour regarder Thomas, dont l'expression s'était durcie. De plus, a poursuivi le juge, il existe des preuves que M. et Madame Parker, elle a fait un signe de tête vers mes parents, ont été en contact régulier avec vous depuis environ 3 ans, ce qui contredit directement leur témoignage sous serment selon lequel ils ignoraient où vous vous trouviez jusqu'à récemment. Mon père s'est agité inconfortablement sur son siège. Ma mère fixait ses mains. Enfin, il existe des publications sur les réseaux sociaux et des messages privés suggérant des motifs financiers pour cette requête en garde plutôt que la préoccupation pour le bien-être de Lily qui a été présentée à ce tribunal. La juge tourna son regard directement vers mes parents. M. et Madame Parker, avez-vous sciemment fourni un faux témoignage à ce tribunal concernant votre connaissance du lieu où se trouvait votre fille Amanda? Mon père s'éclaircit la gorge. Nous essayons de protéger sa vie privée pendant son rétablissement, votre honneur. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, dit sèchement la juge Araman. Avez-vous sciemment fait de fausses déclarations sous serment? Nous avons peut-être mal interprété certains détails, proposa faiblement ma mère. Le parjure est une infraction grave, leur rappela le juge avant de se tourner vers Amanda. Mademoiselle Morgan, saviez-vous que votre mari recherchait le père biologique de Lily pour un gain financier potentiel? Le sang-froid d'Amanda se fissura. Thomas s'est occupé des aspects juridiques. Il a dit que cela renforcerait notre dossier d'avoir les informations du père biologique. Et a-t-il mentionné l'héritage, insista le juge. Pas spécifiquement, dit Amanda, mais son regard fuyant suggérait le contraire. Thomas se pencha en avant. Votre honneur, si je puis expliquer. M. Richard, je vous suggère de consulter votre avocat avant de parler davantage, conseilla la juge Araman. Les preuves suggèrent des problèmes juridiques potentiels qui dépassent le cadre de cette audience sur la garde. L'atmosphère de la salle d'audience s'était complètement transformée. Ce qui avait commencé comme une performance soigneusement orchestrée par Amanda s'était effondré en mensonges exposés et en motifs douteux. La juge Araman a demandé une brève suspension d'audience pour examiner les preuves plus en profondeur, laissant les deux parties assises dans un silence tendu. Lorsque l'audience a repris, l'expression du juge était grave. Après avoir examiné les preuves et les témoignages présentés aujourd'hui, je constate plusieurs éléments troublants dans le dossier du demandeur. Ce qui apparaît à la surface comme une mère cherchant à renouer avec son enfant semble, après un examen plus approfondi, être motivé, au moins en partie, par des considérations financières liées à l'héritage récent du père biologique. Elle continua, s'adressant directement à Amanda. Mademoiselle Morgan, bien que je croie que vous avez de véritables sentiments pour votre fille, le moment et les circonstances de votre requête suscitent des inquiétudes importantes quant à vos motivations et à votre jugement. Les preuves suggèrent que vous avez dénaturé plusieurs faits clés devant ce tribunal. Se tournant vers moi, son expression s'adoucit légèrement. Mademoiselle Parker, les preuves montrent clairement que vous avez fourni un foyer aimant et stable à Lily tout au long de sa vie. Le témoignage des professionnels de l'éducation et la documentation de vos soins constants sont des preuves convaincantes de votre engagement envers son bien-être. Avec un dernier regard sur ses notes, la juge Araman rendit sa décision. Le tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, Lily Morgan, de maintenir sa situation de vie actuelle avec sa tante et tutrice légale, Nathalie Parker. La requête en modification de la garde est rejetée. Le soulagement qui m'envahit était si intense que je faillis m'effondrer sur ma chaise. Julia me serra la main en signe de félicitations silencieuses alors que le juge continuait. Mademoiselle Morgan se verra accorder des droits de visite limités et supervisés, qui seront organisés par les services familiaux,
avec la possibilité d'étendre les droits de visite à l'avenir si cela est jugé approprié. M. Et Madame Parker, ajouta-t-elle, regardant sévèrement mes parents, le tribunal prend note de votre apparente volonté de fournir un témoignage trompeur dans cette affaire. Vous êtes averti qu'un tel comportement compromet la procédure juridique conçue pour protéger les enfants comme votre petite fille. Alors que les procédures formelles se terminaient, je restais assise tranquillement à traiter le résultat. Nous avions gagné. Lily resterait avec moi, là où elle appartenait. Le cauchemar était terminé. Amanda s'approcha de moi alors que je rassemblais mes affaires, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, dit-elle doucement. Ni à toi. C'est juste devenu compliqué. Ce n'était pas obligé d'être ainsi, répondis-je, trop vidé émotionnellement pour la colère. Tu aurais pu être honnête dès le début sur le fait de vouloir la connaître. Elle hocha la tête, baissant les yeux. Je sais. Thomas pensait. Peu importe ce qu'il pensait. J'aurais dû le savoir. Je me contentais de hocher la tête, peu disposé à l'absoudre à ce moment-là, et sortis de la salle d'audience vers la lumière du soleil et la liberté de continuer à être la mère de Lily sans l'ombre de l'incertitude planant au-dessus de nous. Le moment où j'ai récupéré Lily à la maison de son professeur d'art est un moment que je n'oublierai jamais. Elle a couru vers moi, scrutant anxieusement mon visage à la recherche d'indices sur le résultat. Qu'est-ce que le juge a dit? Est-ce que je peux toujours vivre avec toi? Je m'agenouillai à sa hauteur, prenant ses deux mains dans les miennes. Oui, ma chérie, dit le juge. Tu restes avec moi. Nous sommes toujours une famille, comme toujours. Tout son corps s'affaissa de soulagement alors qu'elle jetait ses bras autour de mon cou. Tu l'as promis. Tu as fait une promesse avec un signe de croix, et tu l'as tenue. Je tiendrai toujours mes promesses envers toi, dis-je, la serrant fort et respirant l'odeur de ses cheveux, me permettant de ressentir pleinement le poids qui avait été enlevé de mes épaules. Toujours. Ce soir-là, nous avons célébré avec de la pizza et de la crème glacée, un simple festin qui ressemblait au repas le plus luxueux imaginable dans les circonstances. Alors que Lily bavardait avec enthousiasme d'un projet artistique sur lequel elle avait travaillé pendant la journée, j'étais émerveillé par sa résilience et sa capacité à la joie malgré l'incertitude avec laquelle elle vivait. Les suites de l'affaire judiciaire ont nécessité une navigation prudente des nouvelles limites avec ma famille. J'ai pris des dispositions pour rencontrer mes parents dans un lieu neutre, sans la présence de Lily, ayant besoin d'aborder leur trahison directement. Comment avez-vous pu mentir au tribunal, leur ai-je demandé, sans m'encombrer de politesse. Comment avez-vous pu soutenir l'idée d'enlever Lily du seul foyer qu'elle ait jamais connu? Nous pensions faire ce qu'il fallait, dit mon père sur la défensive. Amanda est sa mère, et je suis aussi sa mère, dis-je fermement, dans tous les sens qui comptent. Vous avez choisi Amanda au détriment de nous deux, et vous avez menti pour le faire. Je ne peux pas vous faire confiance près de Lily maintenant. C'est ridicule, protesta ma mère. Nous sommes ses grands-parents. Des grands-parents qui étaient prêts à la traumatiser pour obtenir ce que vous vouliez, ai-je rétorqué. Si vous voulez faire partie de la vie de Lily à l'avenir, il y aura de nouvelles règles, visites supervisées uniquement, pas de remise en question de mon rôle de parent, pas de conversation privée avec Amanda au sujet de Lily, et absolument plus de mensonges. Ils ont hésité devant les restrictions, mais je suis resté ferme. La décision du juge m'avait donné la confiance nécessaire pour établir les limites qui auraient dû être en place depuis des années. Mes parents ont finalement accepté, bien qu'à contre-cœur, le nouvel arrangement. Lily a continué ses séances avec le thérapeute, traitant ses sentiments compliqués au sujet de l'affaire judiciaire, de sa mère biologique et des grands-parents qui avaient trahi sa confiance. Grâce à la thérapie par le jeu et à l'art-thérapie, elle a commencé à exprimer l'anxiété et la confusion qui s'étaient accumulées pendant des mois. Parfois, j'ai l'impression d'avoir deux mamans mais aussi pas de maman, confia-t-elle lors d'une séance. Je veux dire, Amanda est ma mère biologique, mais elle ne voulait pas de moi. Toi, tu veux de moi, mais Amanda dit que tu n'es pas ma vraie maman. C'est déroutant. La famille peut être compliquée, reconnut le thérapeute. Mais ce qui compte le plus, c'est qui t'aime et prend soin de toi tous les jours. C'est Nana, dit Lily sans hésitation. C'est ma vraie maman parce qu'elle m'a choisi et est restée avec moi. Ces mots sont devenus un mantra de guérison pour nous deux. Nous avons commencé à créer de nouvelles traditions avec les personnes qui nous avaient soutenus tout au long de cette épreuve, notre famille choisie d'amis,
de voisins et de collègues qui avaient témoigné de notre lien et nous avaient soutenus tout au long de la bataille juridique. Les visites supervisées avec Amanda ont commencé prudemment. Thomas a cessé d'y assister après les premières séances, son intérêt pour Lily diminuant apparemment une fois que la motivation financière a été supprimée. Amanda, cependant, a continué à se présenter, établissant progressivement une relation avec Lily qui était plus appropriée à leur lien réel. Elle est devenue une sorte de tante, intéressée et attentionnée, mais sans essayer de me remplacer en tant que parent principal de Lily. Avec la question de la garde résolue, j'ai pu me concentrer à nouveau sur l'avancement professionnel. J'ai postulé et obtenu une promotion au poste de coordinatrice des services de santé pour le district scolaire, un poste qui s'accompagnait d'une meilleure rémunération et d'horaires compatibles avec la vie de famille. Le revenu supplémentaire nous a permis de déménager dans un appartement légèrement plus grand avec une petite cour où Lily pouvait planter le jardin dont elle avait toujours rêvé. Plusieurs mois après l'affaire judiciaire, Amanda m'a demandé de la rencontrer en privé. Autour d'un café au même café où nous nous étions retrouvés un an plus tôt, elle m'a finalement présenté les excuses que je ne réalisais pas que j'attendais. J'avais tort, dit-elle simplement, pas seulement au sujet de l'affaire de la garde, mais au sujet de tout. Tu es une meilleure mère pour Lily que je n'aurais jamais pu l'être, même si j'avais été en bonne santé depuis le début. Tu as quelque chose de spécial, quelque chose de réel. Je pensais que la biologie surpassait tout, mais en vous regardant ensemble ces derniers mois, j'ai vu à quoi ressemble le vrai rôle de parent. Merci de dire ça, ai-je répondu, surprise de voir à quel point sa reconnaissance comptait pour moi. Je veux que tu saches que j'ai mis fin à ma relation avec Thomas, continua-t-elle. Après que tout ce qui concernait ses motifs ait été révélé au tribunal, je n'ai plus pu lui faire confiance. Je me concentre sur ma sobriété et ma carrière et sur la construction d'une relation saine avec Lily en tant que sa mère biologique, sans essayer de te remplacer. Ce changement de perspective d'Amanda nous a permis d'établir progressivement une relation plus coopérative pour le bénéfice de Lily. Nous ne serions jamais les sœurs proches que nous avions été dans notre enfance, mais nous avons trouvé une paix réalisable en tant que deux femmes qui se soucient du même enfant de différentes manières. Lily a continué à s'épanouir en grandissant, sa résilience naturelle l'aidant à intégrer la réalité complexe de sa situation familiale dans un récit cohérent. Elle a développé un intérêt pour la psychologie, peut-être influencée par sa propre expérience de thérapie, et a commencé à parler de peut-être devenir un jour conseillère pour aider d'autres enfants avec des familles déroutantes. Le soir du 11e anniversaire de Lily, après une petite fête avec ses amis les plus proches, elle m'a offert une carte fête maison qui m'a fait pleurer. À l'intérieur, elle avait écrit « À ma maman qui m'a choisi chaque jour pendant 11 ans. La biologie crée des parents, mais l'amour crée des familles. Merci d'être ma vraie maman. » En repensant à notre parcours depuis cette nuit pluvieuse où un bébé de 3 mois est apparu sur le pas de ma porte jusqu'à la jeune fille de 11 ans confiante qui se tenait devant moi, j'ai réalisé que le détour inattendu que ma vie avait pris m'avait conduit exactement là où j'étais censé être. Je n'avais pas prévu de devenir mère à 24 ans, certainement pas de l'enfant abandonné de ma sœur, mais ce début imprévu m'avait donné le plus beau cadeau de ma vie. La définition de la famille avec laquelle j'avais grandi, celle à laquelle mes parents étaient encore attachés, basée sur le sang et l'obligation, avait été remplacée par une compréhension plus riche. La famille n'était pas seulement ceux avec qui vous êtes nés, mais ceux que vous choisissez d'aimer et qui choisissent de vous aimer en retour jour après jour à travers les défis et les joies. Alors que Lily et moi étions assises sur notre petit balcon ce soir-là, à regarder le coucher du soleil et à parler de ses rêves pour l'année à venir, j'ai ressenti un sentiment de paix qui avait disparu pendant la tourmente de la bataille pour la garde. Nous avions résisté à la tempête ensemble et en étions ressortis plus fortes, notre lien testé et prouvé incassable. Nana, dit Lily pensivement, te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si maman ne m'avait pas laissé avec toi ce soir-là? Parfois, ai-je admis, mais ensuite je pense à tout ce que nous aurions manqué, et je suis reconnaissante que les choses se soient passées exactement comme elles se sont passées. Elle hocha la tête, posant sa tête contre mon épaule. Moi aussi. Quelle a été votre expérience avec la famille qui s'étend au-delà des liens de sang? Avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre vie qui est devenu une famille par l'amour et le choix plutôt que par la biologie? Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Bonne chance.